Salut et bienvenue sur Anakaland, votre chaîne à l'esprit pop culture. L'épisode 3 de House of the Dragon vient de sortir sur HBO et nous allons analyser tout ceci car en effet cet épisode intitulé Aegon le Second est très riche en informations, surtout concernant la première grosse moitié qui concerne la partie de chasse. Je ne vous en dis pas plus, alerte spoiler pour ceux qui ne sont pas encore à jour et c'est parti. 3 ans ont donc passé depuis l'apparition au degré de pierre de celui qui se fait appeler le gaveur de crabes. Nous avons d'ailleurs pu l'apercevoir dans l'épisode précédent. On constate très vite sa cruauté alors qu'il cloue un marin à un poteau afin que celui-ci soit dévoré vivant par les crabes. C'est donc de là que vient son nom. Et c'est alors que Daemon débarque sur son dragon qui crame quelques soldats de la triarchie et Daemon provoque le gaveur en l'appelant par son prénom, Dahar. Bien que celui-ci soit masqué, il semble connaître son identité. Un masque de fer qui cache des brûlures très importantes sur tout son visage et le reste de son corps. Le roi Viserys, quant à lui, est concentré sur les festivités pour les 2 ans de son fils Aegon, né de son mariage avec Alicent. Après avoir suivi les aventures d'Aegon, 6e du nom, nous faisons enfin la connaissance du 2e. Ainsi, les showrunners ont fait le choix d'une longue ellipse pour avancer dans leur histoire plutôt que de nous montrer les événements entourant le mariage du roi, la grossesse de la nouvelle reine et la naissance du jeune prince. Ce que l'on aurait peut-être aimé voir, surtout du point de vue de Rhaenyra, trahie à la fin de l'épisode précédent. Alors que le roi se réjouit du festin de ses invités et planifie sa partie de chasse, Tyland, un de ses conseillers, tente de le prévenir de l'évolution des choses dans les degrés de pierre. Daemon a déclaré la guerre au prince Myrien aux côtés de Corlys Velaryon, faisant suite à la scène finale de l'épisode 2. Mais le gaveur de crabes leur donne du fil à retordre et la guerre se complique pour le prince rebelle et son armée. Le roi n'y prête pas plus d'attention et demande où se trouve sa fille, absente. On la retrouve alors sous l'arbre baral du bois sacré, en train de lire et d'écouter de la musique d'un barde, demandant encore et encore la même chanson. Pourquoi ? Elle boude, semble-t-il, jalouse de l'attention portée à son frère probablement. C'est alors qu'Alicent apparaît et qu'une petite lutte de pouvoir naît entre la princesse et la nouvelle reine. Cette petite joute verbale se fait au détriment du barde qui ne sait plus vraiment à quelle jeune femme obéir. Il finit par quitter les lieux à la demande d'Alicent. On comprend bien vite que la relation entre Rhaenyra et sa meilleure amie a bien changé. Celle-ci l'appelle à présent Majesté et ne la regarde même pas. Leur complicité semble bien loin derrière elle. Finalement, Rhaenyra cède au désir du roi et se joint à la chasse, car on la retrouve en compagnie de la famille royale en route pour le bois du roi. Un huis clos qui mène à une conversation intéressante entre le roi et sa fille. Après quelques banalités sur sa possibilité d'enfanter un jour le petit-fils du roi, la conversation prend un ton plus sec. Rhaenyra rechigne à l'idée de participer à la chasse et finit par lâcher que personne n'est là pour elle. En effet, elle se sent seule, abandonnée, probablement depuis la venue au monde du petit prince qui attire toute l'attention, mais surtout depuis qu'elle a perdu sa meilleure amie après la trahison de son père. Une fois sur place, la cour présente ses respects au prince et on entend même le frère aîné d'Otto, donc le seigneur de Villevieille, chef de la maison Hightower, l'appeler par le nom d'Aegon le Conquérant, 2e du nom, tentant d'en faire un héritier du trône aux yeux de la cour. Chose à laquelle il tient particulièrement, car on l'a vu en parler avec son frère Otto dans la scène précédente. Ici, Otto ne nous a pas fait du Otto comme dans les premiers épisodes. Il n'est pas présenté en train de murmurer à l'oreille du roi ni autre manigance. Au contraire, il a tenté de tempérer les attentes de son frère qui ne semble pas le respecter beaucoup quand on voit comment il parle à la main du roi. Otto est en retrait de la famille royale et de sa propre famille à l'arrivée du cortège dans le bois du roi, et ne partage pas non plus l'enthousiasme de la foule lorsqu'il applaudit. Sous la tente, un peu avant la chasse, Rhaenyra erre sans trop savoir comment s'occuper. Le roi remarque qu'un de ses lords échange un regard avec elle, puis celle-ci continue son chemin jusqu'au cercle des femmes de la reine qui parle des difficultés de la guerre de Daemon sur les degrés de pierre. On apprend notamment qu'aucun roi de Westeros n'a jamais pu apprivoiser cette région. Serait-ce là un défi lancé à Rhaenyra ? S'ensuit une conversation un peu tendue entre ces nobles dames et la princesse. La princesse se fait attaquer sur son sexe, sa légitimité au trône et sa relation privilégiée avec Daemon, instigateur de la guerre. Mais Rhaenyra rétorque qu'elle n'a eu aucun contact avec lui, probablement depuis cette conversation sur les marches de Père Dragon, 3 ans plus tôt. Alicent prend également la défense de la princesse concernant sa place d'héritière face à Daemon, mais elle parle au passé. Simple façon de parler ou message subliminal concernant son fils ? Plus tard, alors que la chasse n'a pas encore commencé, on apprend enfin l'identité du mystérieux chevalier qui faisait de l'œil à la princesse, qui n'est autre que Sir Jason Lannister, frère jumeau, décidément, du conseiller du roi, Tyland. Très direct et entreprenant, il fait très vite comprendre à Rhaenyra qu'il la prendrait bien pour épouse, chose que la princesse ne relève pas et s'en va poliment. Ce n'est pas gagné pour Jason. Toutefois, on l'entend parler de Castral Rock, mais d'après Tyrion, le plus cool des Lannister, c'est son père qui a construit le roc, donc bien après les événements d'House of the Dragon, à moins qu'il n'ait rebâti le château de ses ancêtres.
Tout ceci n'était en fait qu'une manigance du roi et son conseiller. Rhaenyra le confronte alors sur son insistance à la voir se marier et enfanter. Rappelez-vous l'épisode 1 avec la reine Aemma qui disait que c'était là leur destin avec leurs entrailles royales. Le roi et sa fille, mais surtout le roi, en viennent à se ridiculiser, criant sous la tente, entourés de la bonne noblesse Westerosi, jusqu'à être interrompus par Otto Hightower qui annonce un bon présage pour ce jour d'anniversaire du prince. En effet, un cerf blanc aurait été aperçu. Ceci met fin à la dispute alors que Rhaenyra quitte les lieux pendant que son père est distrait. Le chevalier Criston poursuit la princesse afin de s'assurer de sa sécurité. Ceci donne prétexte à une petite conversation entre les deux jeunes gens, entre qui il y a clairement une vibe. La chasse commence enfin, le roi et sa cour rejoignent le groupe de chasseurs qui a repéré le cerf blanc, ce qui est un signe de royauté et de bonne fortune des dieux à en croire le maître chasseur. Ce coteau ne manque pas de relever auprès du roi, on retrouve enfin le manipulateur que l'on nous avait présenté. Le roi de retour dans sa tente boit un coup. Il fait soif de parcourir le bois du roi, c'est d'ailleurs ce qui perdra le roi Robert Baratheon dans le futur. Et en parlant de ça, on a donc le Lord Lannister qui offre à Viserys une belle lance en or forgée en l'honneur du prince, en espérant que celle-ci servira à donner le coup fatal au cerf blanc, le roi du bois au roi. Encore un rappel de la mort du roi cerf Robert de la main des Lannister d'or. Et c'est lors de cette conversation qu'on comprend les inquiétudes des lords par rapport à la position de Rhaenyra et de son frère Aegon. Mais le roi ne semble pas du même avis que ses bannerets et seigneurs. En effet, il parle de trahison à ces simples allusions. Il n'a pas l'intention de retirer son titre à sa fille. Cela fait certes plaisir à entendre, bien que cela reste éloigné de la réalité des faits. Pourquoi ne donne-t-il pas de responsabilité à sa fille, afin qu'elle prouve sa valeur? Ou pourquoi ne la traite-t-il tout simplement pas comme son héritière, avec les honneurs qu'elle mérite? Mais il veut son bonheur, il ne veut pas la forcer à se marier, dit-il. C'est alors qu'Otto propose un truc dégueulasse. Décidément, ils se sont fait plaisir avec les Targaryens dans cette série. Ils proposent de fiancer la princesse à son petit frère de 2 ans. Voilà, on est décidément pas prêt. Entre la fille de 12 ans de Corlys proposée au roi et maintenant ça, merci HBO. Plus sérieusement, Viserys est choqué, il se rit de la proposition d'Otto et rage de toutes ses manœuvres politiques alors qu'il est là pour chasser et célébrer l'anniversaire de son fils. Plus tard, un autre conseiller vient proposer ses conseils au roi concernant les futures épousailles de Rhaenyra. Le roi pense tout d'abord à une proposition égoïste, à savoir épouser son fils. Mais il n'en est rien, il fait le choix de la sagesse et de la paix en proposant un rapprochement avec la famille de Corlys Velaryon, vexée 3 ans plus tôt par le refus de sa fille de 12 ans. Viserys se voit alors proposer de marier sa fille à Laenor, fils de Corlys, qui combat actuellement au degré de pierre. Alcoolisé et broyant du noir, Viserys est rejoint devant un magnifique bûcher par sa femme Alicent. Il rage principalement contre lui-même et ses propres faiblesses, son impatience à avoir un fils et de ses rêves que certains Targaryens semblent faire. On rejoint là ici le rêve d'Aegon qui aurait provoqué la conquête et qui a jalonné le destin de tous les Targaryens jusqu'à Daenerys et les autres. Il parle de certains Targaryens comme des rêveurs, ce mot qui désignerait peut-être ceux qui peuvent percevoir des prophéties dans leurs rêves. Il dit avoir rêvé d'un fils portant la couronne, mais son impatience et la crainte de la prophétie d'Aegon Ier concernant la longue nuit l'ont poussé à désigner Rhaenyra comme héritière trop tôt, créant plus de problèmes aujourd'hui qu'il ne pensait en régler. Décidément, la chasse c'est horrible, surtout là. Le cerf est attaché et tenu par 4 personnes, on donne une lance au roi et on lui montre même où frapper pour tuer l'animal. Est-ce vraiment de la chasse en ce qui concerne le roi? Est-ce équitable pour la bête? Bref. Vive la chasse. Et le pire c'est que jusqu'au bout j'ai pensé que ce gentil roi, tourmenté comme il l'est, allait changer d'avis et laisser ce magnifique animal partir, bien que ce ne soit pas le cerf blanc que l'on avait promis. Mais non, il lui plante sa lance et vas-y que je mouline pour le tuer et qu'en plus il faut recommencer car je sais pas viser. Bref, une scène insupportable mais qui fait bien sûr le scène de la série à laquelle il va falloir se réhabituer. Le roi donc, qui malgré les applaudissements de sa cour nous prouve encore à quel point il manque de force. C'est alors que ce à quoi je m'attendais arriva. Rhaenyra qui revient au campement au petit matin, recouvert du sang d'un sanglier qu'elle a tué dans la nuit avec l'aide de Sir Criston, font une rencontre inattendue et merveilleuse. Le grand cerf blanc qui a heureusement échappé à une mort atroce vient à la rencontre de la princesse, faisant d'elle la reine élue par les dieux à en croire la main et le reste de la cour. La princesse et le cerf échangent un regard après que celle-ci ait refusé que Criston Cole ne la tue. Un regard qui prouve à nouveau la compassion et la bienveillance de Rhaenyra. Mais soyons honnêtes, ça n'a jamais mené bien loin dans Game of Thrones. Pour finir sur la partie de chasse, le retour de la princesse couverte du sang d'un bon gros sanglier fait son petit effet à la foule présente, entre respect, moquerie et dégoût. On continue enfin avec les intrigues de Port-Réal. La main du roi tente à nouveau de convaincre sa fille, la reine, que son fils est l'héritier légitime du trône. Mais Alicent souhaite défendre les droits de son ami, bien que les arguments de son père soient plutôt efficaces et que les mots « Aegon sera roi » doivent probablement faire mouche dans son esprit. Comment résister à une telle prophétie? Elle se rend donc dans les appartements du roi. Il parle d'abord de Rhaenyra qui refuse de se marier. Alicent le corrige en disant qu'elle se mariera probablement un jour, mais à un homme qu'elle aura choisi. Il parle ensuite de la guerre déclenchée par Daemon et Corlys contre sa volonté. Doit-il engager les 7 royaumes dans cette guerre et venir en aide aux rebelles? Ce qu'il fait en envoyant finalement des troupes pour soutenir son frère juste avant de s'entretenir avec sa fille à cœur ouvert. À croire que c'est un schéma récurrent, dans chaque épisode le dernier tiers donne lieu à ce genre de conversation père-fille.
Outre les disputes sur sa place de femme, son rôle et sa position, la conversation se conclut par les aveux du roi concernant son choix d'Alicent face à Laena Velaryon. C'est l'amour, en effet, comme je l'avais dit, il a fait le choix du cœur. Et propose donc à Rhaenyra d'en faire de même, en choisissant elle-même un mari car elle doit se marier pour assurer sa position justement. Et il finit par la promesse de ne pas la remplacer par son petit frère en tant qu'héritière du trône. Retour sur les degrés de pierre où l'armée des Velaryon ne fait pas le poids face au gaveur de crabes et son armée dont la stratégie permet même de faire face aux dragons. La situation semble désespérée car ils ignorent la décision de Viserys de leur envoyer des renforts. Chose que Daemon ne prend pas vraiment bien lorsque le messager porteur de la nouvelle se présente. En effet, au début, il la joue très indifférent mais très vite il lui défonce le crâne sous les yeux de l'armée avant de partir rejoindre le camp adverse. Mais pourquoi? Les mots du roi n'étaient autres que bienveillants envers lui. Daemon semble au final simplement vouloir s'opposer à son frère, trop frustré d'avoir perdu sa chance d'héritier du trône. Daemon se dirige vers le camp du gaveur de crabes avec un drapeau blanc et se rend. Que va-t-il faire? Changer de camp? Trahir son frère? Eh bien non, c'est seulement qu'il n'a pas besoin de l'aide de son frère pour remporter cette guerre, alors que tous les ennemis s'abattent sur lui, seul avec son épée en acier valyrien, Darksister, et seul sans son dragon, droit vers le gaveur de crabes en éliminant ses hommes un à un. Badass. Jusqu'à ce qu'il soit malheureusement stoppé par des flèches, le blessant gravement. Il se retrouve alors encerclé par toute l'armée du gaveur, maintenant vulnérable à une attaque de dragon. Et c'est alors que les troupes des Velaryon arrivent accompagnées de Laenor sur son dragon qui brûle les troupes de la Triarchie. Son dragon, plus jeune et plus petit que Caraxès, ressemble bien plus à ses cousins du futur, Drogon, Rhaegal et Viserion. Ainsi, durant cette bataille, Daemon a le champ libre pour remporter cette guerre en éliminant le gaveur de crabes. Et c'est ainsi que se conclut ce troisième épisode qui a duré 1 heure et dans lequel on voit de plus en plus l'étau se resserrer sur le roi Viserys et sa descendance. On constate également le choix des showrunners de faire de grandes ellipses entre chaque épisode afin de poser les bases de la danse des dragons dès la première saison qui devrait se finir probablement par la mort du roi. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et pensez à partager la vidéo sur vos réseaux. Laissez un petit pouce en l'air si vous le souhaitez et à très bientôt sur Anakaland. Bye.